Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement Parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci d'être là, merci pour votre appui, merci de nous suivre. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Ça nous aide un peu à grandir notre petite communauté. On est évidemment sur toutes les plateformes audio, donc allez nous suivre là-dessus aussi. Salim, ça va bien? Oui, et toi? Super. Ouais, ça va super bien. J'ai rien à dire. Normalement, j'aime me plaindre, soit la température ou la pluie ou la neige, mais cette fois-ci... bon, c'est parfait. Alors, c'est un bon début d'automne, alors. Exact. On a beaucoup de choses à parler cette semaine. On va faire un petit suivi sur l'épisode de la semaine passée parce que les nouvelles évoluent, évidemment. Donc, on va commencer, premièrement, avec toute cette saga entre le Canada puis l'Inde. On a parlé dans le dernier épisode de la visite de Trudeau en Inde. On a un peu discuté de cet embarras qui, on peut le voir un peu, on peut le goûter même. Il y a un malaise quelque part. Puis là, cette semaine, on a compris un peu pourquoi il y a eu ce malaise-là, parce que Justin Trudeau aurait parlé avec le premier ministre de l'Inde concernant un meurtre qui a été causé au mois de juin dernier en Colombie-Britannique, un leader de la communauté sikh. Puis apparemment, selon les informations de Justin Trudeau, ça a été orchestré, il y a eu une implication, quelque chose, le gouvernement indien aurait eu une implication là-dedans, puis évidemment assez sérieux. Donc on va parler de ça, puis évidemment tout ça pour dire que, en regardant un peu en arrière, je comprends pourquoi Justin Trudeau était un peu mal à l'aise dans ces rencontres-là. Je comprends pourquoi il était pas présent à certains événements que le premier ministre avait organisés. Puis tout ce qui est sorti durant la semaine passée concernant la visite de Justin Trudeau en Inde, aujourd'hui, on comprend un peu plus. Mais on va parler un petit peu de ça parce que c'est quand même sérieux. On parle d'ingérence étrangère sur le sol canadien et c'est quelque chose de sérieux quand même. C'est un meurtre qui a été commis sur le sol canadien. Mais c'est plus que de l'ingérence. Là, on parle de la violation de la souveraineté du Canada, parce que effectivement, un gouvernement étranger ne peut pas faire ce genre de choses sur le territoire canadien, en plus avec un citoyen canadien, parce que qu'importe qu'il ait une origine indienne, sikh, peu importe, c'est un citoyen canadien. Mais même s'il n'est pas citoyen, même s'il est juste un résident au Canada. Même un touriste. Même si c'est touriste. Regarde, on se souviendra de l'épisode Khashoggi là, avec l'Arabie Saoudite, en Turquie, etc. Là, mais tu sais, je vais juste commencer par dire une affaire. C'est que la froideur qu'il y avait dans la relation entre l'Inde et le Canada, elle ne date pas de juin dernier et ce meurtre-là. Hein. C'est quand même... ça date d'un certain nombre de mois, voire d'années même, je dirais. Et disons que ça, c'est venu... en fait, c'était un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Quand je dis goutte, je ne suis pas en train de minimiser ce que peut être un meurtre. Cela dit, hein, on est quand même au Canada, on est dans un état de droit. L'état de droit qui signifie aussi qu'on ne peut pas non plus conclure que quelqu'un est responsable d'un acte quelconque et particulièrement d'un acte criminel sans procès, sans preuve, sans rien. Et moi, de ce que je comprends, c'est qu'il y a une enquête qui est en cours. Je suppose, par contre, que lorsqu'on est au niveau d'un premier ministre d'un pays aussi important et aussi crédible que le Canada, je suppose, et je soutiens d'ailleurs le premier ministre Trudeau là-dedans, parce que un premier ministre canadien n'a aucun intérêt à avancer quelque chose sur la base d'informations non concrètes. Alors, évidemment, encore une fois, on ne connaît pas, on ne sait pas s'il y a des preuves, on ne sait pas si quelles sont-elles, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a eu rien. Donc, il faut rester prudent, mais il reste que je pense qu'on peut légitimement se dire que
avec un pays aussi important que l'Inde en plus, parce que c'est la 5e économie mondiale quand même, et que l'Inde est un pays très important pour le Canada, qu'on le veuille ou non. Dans le contexte où le Canada a une stratégie indo-pacifique, indo comme dans Inde, pacifique, je ne crois pas que le premier ministre Trudeau se serait permis quelque chose basé sur quelque chose de très superficiel. Ça doit être un tant soit peu concret pour qu'il ose dire ce qu'il a dit. Oh non, je suis d'accord avec toi. Tu peux pas faire des déclarations de ce genre-là sans avoir quelque chose de concret. Le problème, moi, que j'ai, puis encore là, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé, si il y a eu enquête, qu'est-ce qu'on a trouvé dans l'enquête, mais quand tu sors des détails de ce genre-là au point où tu accuses littéralement un autre pays d'ingérence dans ton pays à toi et surtout pour un meurtre, premièrement, c'est sérieux. Deuxièmement, tu dois avoir quelque chose de concret. Moi, ce que j'ai trouvé quand même drôle, Salim, c'est que c'était le premier ministre qui est sorti dire ça. Et je me demandais, coudonc, tu sais, pour une affaire aussi sérieuse, c'est sûr que l'enquête, c'est soit la GRC, il y a eu peut-être des informations des services d'intelligence. Mais il y a aussi la police locale, hein, la police de Surrey en Colombie-Britannique qui fait son enquête et regarde, je n'ai pas les détails honnêtement là, mais c'est sûr que la police échange de l'information avec effectivement la Gendarmerie royale du Canada, échange de l'information, j'imagine, avec le SCRS, donc le service de renseignement canadien. À un moment donné, ça finit par remonter. Puis, tu sais, on va se le dire, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a quelques mois encore. Puis c'est pas terminé, hein, ça se poursuit. Il y avait le dossier de l'ingérence chinoise, qui est un dossier différent. Là, on s'entend, mais on comprend quand même que comment dire, l'ombre de ce dossier-là plane. Et donc, à partir du moment où il y a de l'information, plutôt que d'attendre que ça soit rendu public à travers les journaux comme le Globe and Mail. Mais c'est ça qui est sorti. On a eu l'information que je pense que le Globe and Mail, il était assis sur ces informations-là, puis il allait couler, il allait sortir un article là-dessus, puis Justin Trudeau, puis d'après moi, il a fait de la bonne chose, il les a battus à la course, parce que ça serait vraiment pire. Imagine-toi si l'article serait sorti, puis là, Justin Trudeau, il donnerait l'impression comme s'il réagit à l'article. Ouais. Donc, mais là, on sait la vérité, là. Je pense qu'il l'a fait, il a voulu précipiter un peu les nouvelles. Moi, ce que j'ai trouvé quand même étrange, c'est que il y a personne à ses côtés, soit de la GRC ou des services de renseignement. C'était juste lui. Et je me questionne, est-ce qu'à un moment donné, ça serait peut-être une bonne idée de rendre public les renseignements qu'on a? Parce que c'est, comme tu dis, c'est l'Inde. C'est pas que ce soit n'importe quel autre pays, là, mais surtout un pays comme l'Inde où il y a des partenariats quand même importants avec le Canada. Oui, mais tu vois, je veux te dire un truc. Malheureusement, c'est une affaire politique. Et donc, c'est pas étonnant qu'il y ait que le politique qui en ait parlé. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que les agences, que ce soit la police ou les agences de renseignement ou bref, n'importe quelle autre partie prenante qui est en train de faire enquête, d'abord, ils n'ont pas à se présenter avec le politique pour une raison qui est très simple. C'est que les enquêtes sont indépendantes du politique. Le politique n'a pas à s'ingérer dans les enquêtes. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, il se trouve que les médias, quand ils ont une information, ils veulent la sortir. Coûte que coûte. Parce qu'ils ont peur aussi qu'un autre média ait l'information et la sorte avant. Sauf que moi, j'imagine, je ne le sais pas, mais j'imagine que M. Trudeau aurait potentiellement préféré ne pas avoir à faire cette sortie-là. Pas parce qu'il avait quelque chose à cacher, il n'a rien à cacher, mais parce qu'il aurait préféré sans doute que l'enquête soit plus avancée, qu'on ait abouti à des
comment dire, certaines conclusions minimales, bref, que le travail soit complet. Là, moi j'ai comme l'impression, je peux me tromper, mais que le travail n'est pas complet, mais que tout semble s'orienter vers une implication du gouvernement indien dans ce meurtre-là, et ils ont décidé, justement dans le contexte du dossier de l'ingérence en Chine, où on a reproché au gouvernement supposément de ne pas avoir été transparent, etc., se sont dit, bon ben regarde, c'est aussi une question de confiance de la population envers son gouvernement. C'est une affaire assez importante pour sortir fort sur la question. Et c'est ce que le Premier ministre Trudeau a fait. Bon, par la suite, il a essayé bien sûr de calmer la chose, parce qu'effectivement, la réaction de l'Inde est quand même, à mon sens, surdimensionnée par rapport à ce que M. Trudeau a dit. Alors, je comprends qu'eux, ils se sentent insultés de ça. Mais tu peux pas t'attendre non plus que l'Inde dise « Ah oui, c'est vrai, on s'excuse ». C'est Non. sûr que la carte qu'ils vont jouer, c'est... oui, absolument. Mais... c'est de dénoncer les accusations. Ils ont fait oui, ils ont de deux côtés, on a expulsé des diplomates, mais l'Inde, comme tu as dit, a poussé un peu plus loin en annulant les visas. Ben, les visas, ils ont averti les Indiens qui allaient voyager au Canada que au Canada, on pourrait être dangereux, ouais, on était un pays raciste, dangereux, qu'on abritait des terroristes, etc. Mais on s'entend, c'est de la foutaise, là, c'est n'importe quoi. Attends, la foutaise, parce que c'est sûr que on regarde un côté de l'histoire, puis c'est sûr que c'est inacceptable, puis on le comprend. Quel que soit le passé d'un individu, tu peux pas rentrer dans un pays puis le tuer. Tu peux pas faire Non, absolument. Mais quand on regarde l'autre côté de l'histoire, c'est quand même un individu qui a un record de comportement un peu questionnable, tu sais, d'avoir eu qu'il existe une alerte auprès de Interpol. C'est sûr que qu'en Inde, il est considéré un terroriste. Ça, on peut peut-être le questionner. C'est un membre de la communauté Sikh, peut-être pas le seul, qui est considéré un terroriste en Inde. Donc ça, moi, je suis prêt de le mettre de côté. Mais le fait que... il y a des informations qui le relient à certains actes terroristes ou criminels ou quoi que ce soit. C'est quand même quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et le considérer. Mais c'est sûr que là, il est citoyen canadien. Donc, il est protégé par les lois du Canada, puis c'est correct. La question, par contre, que moi je pose, c'est est-ce qu'au Canada, si c'est vrai que cet individu-là est vraiment un terroriste. Si c'est vrai, selon ce que disent certains journaux et surtout les informations qui viennent de la Chine, qu'il ramasse de l'argent ici à son temple par différents moyens de financement, puis les envoie à financer des gestes un peu terroristes ou des complots, whatever, là, une organisation plus terroriste en Inde, il faut quand même se demander des questions puis prendre ça au sérieux au point où est-ce qu'au Canada, on a des cellules terroristes qu'il faut peut-être prendre plus au sérieux. Ouais, mais alors attention, il faut prendre ça effectivement. Et ça, je ne dis pas que c'est ça son cas à lui. C'est juste que c'est une question que, selon les informations qui sont sorties et le passé de cet individu, je pense que c'est légitime de penser que... Oui, mais attention. Rendu là, il y a des terroristes dans tous les pays du monde. Il n'y a pas un pays dans ce cas-là qui n'abrite pas des terroristes. Par contre, il y a une chose qu'on peut dire. C'est qu'au Canada, on a des lois antiterroristes qui existaient déjà avant le 11 septembre, qui ont été renforcées depuis, peut-être une ou deux fois même, et que c'est pas vrai admettons, si tu commets des choses ailleurs au Canada, ailleurs qu'au Canada, t'es pas poursuivi. Au Canada, tu peux être poursuivi pour des activités terroristes, même qui se passeraient à l'extérieur des frontières canadiennes. Il y a des lois pour ça, c'est encadré. De toutes les manières, honnêtement, j'ai aucune idée du passé de cette personne-là, mais alors là, vraiment aucune. Donc, je ne lui attribue absolument rien. Mais admettons qu'il y avait quelque chose et qu'il était dans les petits papiers du SRS, de la GRC ou autre,
ils le suivent. Parce que c'est pas vrai que nos services de renseignement, nos polices nationales et même provinciales dans certains cas, et même locales dans d'autres, c'est pas vrai que ils surveillent pas du monde et des activités, etc. Mais comme partout. C'est sûr qu'ils le suivent, parce que moi, j'ai lu quelque part que la GRC l'aurait arrêté à 2 reprises. J'ai lu même un article que même en 2007, il était prêt à sortir quelque chose là, sur cet individu suite à ses activités policières là, qui le suivaient. Là, je ne sais pas comment les appeler. Là. Puis ça, c'est une grosse affaire, là, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais qu'on aurait... on l'aurait mis de côté parce qu'on préparait justement le premier voyage du gouvernement Trudeau en Inde. Donc, on ne voulait pas causer un peu de malaise. Ouais. Puis... il faut toujours être prudent avec les informations qui sortent, y compris dans des médias sérieux, parce que tant que ce ne sont pas des informations qui sont vérifiées, on peut spéculer là-dessus. Je ne crois pas, sincèrement, je ne crois pas à cette histoire. La police au Canada est indépendante, fait ses enquêtes et elle est indépendante du politique. Le politique ne s'ingère pas dans les affaires policières. Si c'était le cas, d'ailleurs, ce serait un scandale absolu. La règle de droit, ou l'état de droit à la base, c'est la séparation des pouvoirs, et c'est aussi une justice qui est indépendante. C'est pas juste les forces policières. Sincèrement, que ce soit pour un voyage d'un politicien, en l'occurrence le Premier ministre, que la police aurait mis de côté. Honnêtement, sincèrement, je suis peut-être naïf là, mais on peut m'appeler naïf si on veut, mais sincèrement, je n'y crois pas un instant. Cela dit, de toutes les manières, quoi qu'il en soit, qu'importe ce qu'aurait pu être le passé de cette personne aujourd'hui décédée, un pays, quel qu'il soit, pas juste le Canada, ne peut pas tolérer qu'un meurtre se passe sur son territoire, et peut encore moins tolérer qu'il y ait que ça vienne de l'étranger. Et je dirais encore plus, peut encore moins, tolérer que ça vienne d'un gouvernement étranger, ou en tout cas qu'il soit impliqué. Alors, on veut pas d'un meurtre, on veut encore moins d'un meurtre où il y a des étrangers qui sont impliqués, puis on veut encore moins que ce soit des gouvernements étrangers. Oui, exactement. C'est ça, le... c'est sûr que maintenant, je ne sais pas à quel point l'Inde va coopérer. Je pense pas qu'ils vont coopérer du tout, là. Donc, on va voir la suite de l'enquête que les services ici au Canada vont mener. Mais pour le futur, maintenant, comment qu'on rétablit les liens entre le Canada et l'Inde? Qu'est-ce qu'on fait pour le band-aid, là? Parce que pour réparer ça à 100%, je ne sais pas si on est là, mais au moins, est-ce qu'on peut mettre un band-aid quelque part juste pour maintenir un peu les relations existantes? Regarde, la question et le questionnement plutôt est très, 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 très juste et très légitime. Déjà, ce qui est important de savoir, c'est que l'Inde, c'est un très grand pays. Pas juste par sa population, pas juste par son importance économique, mais aussi par sa superficie. C'est un très grand pays. Et un peu à l'image du Canada, le pouvoir en Inde n'est pas juste... Il n'y a pas juste un pouvoir central. Hein. Les pouvoirs... Il y a un certain pouvoir qui est décentralisé. Être fâché avec le gouvernement central, évidemment, c'est certainement pas idéal, mais ce n'est pas vrai que d'être fâché avec le gouvernement central signifie qu'on est fâché avec toutes les entités, fédérés, si tu veux. Donc, je te donne un exemple. À un moment donné, on disait qu'entre le Canada et les États-Unis, ça allait pas très bien, qu'on avait d'une part Justin Trudeau, de l'autre part Donald Trump, etc. Ça n'a jamais empêché le Canada de rester toujours un allié et un ami des États-Unis, parce qu'à l'intérieur de la politique américaine, il y avait beaucoup de politiciens qui étaient des amis proches du Canada. Il y avait les États, il n'y avait pas juste le gouvernement fédéral américain, il n'y avait pas juste la Maison-Blanche, mais tout un tas de gouverneurs.
etc., etc. Alors, c'est un peu le même principe en Inde. C'est pas vrai que on est fâché avec une entité, qu'on est fâché avec tout le reste de l'entité. Puis ça fait pas en sorte que le Canada et l'Inde ne sont pas des pays amis. Ouais. Le Canada et l'Inde demeurent des pays amis, ça c'est une certitude. Juste pas au plus haut niveau. Tu sais, ça, Exact. je te dis pas que c'est idéal. C'est sûr que ça va avoir des répercussions. On voit d'ailleurs déjà les premières répercussions. C'est sûr. Mais tu sais, à un moment donné, il ne faut pas oublier, hein, les politiciens, ça finit par se changer. M. Trudeau est au pouvoir aujourd'hui. Il va bien y arriver un jour où il ne le sera plus. Le président indien est au pouvoir aujourd'hui. Il y a bien un jour où il ne le sera plus. Les contingences vont changer. Puis, quand les contingences changent, ben, le naturel revient. Et le naturel, c'est que le Canada et l'Inde sont deux pays qui sont fortement liés, pas juste par une diaspora, mais aussi par l'économie, par l'innovation, par les échanges universitaires, etc., etc. Passons maintenant au provincial, parce que il y a plusieurs choses. On n'a pas le temps de tout couvrir ça, mais il y a quelques des petites affaires qui sont déroulées cette semaine qu'on va en discuter. On va commencer très rapidement avec une ébauche préliminaire du DGEQ, du Directeur général des élections du Québec, sur les cartes électorales. Donc, on sait je pense qu'à tous les 2 ou 3 ans, 2 ans, oui. à tous les 2 ans, le DGE revoit un peu les cartes selon les populations. Puis, il y a une commission, je crois, qui se rassemble, pas au Parlement, mais une espèce de comité. Exact. Une sorte de comité qui se rassemble pour essayer de revoir la carte électorale et voir si elle demeure pertinente exact. Ou si elle nécessite des ajustements. Puis, on a une première ébauche, c'est évidemment préliminaire, donc je pense que les étapes à suivre par après, je pense qu'il y aura des commissions parlementaires, s'il y a des députés qui contestent, il y a une période où il y a des échanges puis des discussions. Je pense que ça s'en vient au mois d'octobre d'ailleurs, jusqu'à sa version finale. Donc, c'est sûr que maintenant, peut-être qu'on parle pour rien, mais sur cette première ébauche-là de préliminaire, c'est sûr que la région de Montréal puis la région en Gaspésie, c'est les 2 régions qui ont le plus été impactées, mais je connais pas trop la région de la Gaspésie. On va se concentrer pas mal plus sur Montréal, parce que sur l'île de Montréal, moi, je l'ai regardé, puis c'est le bordel, franchement. C'est vraiment bordélique. Bon, d'abord, c'est vrai que c'est Montréal et la Gaspésie qui sont principalement touchés parce qu'on parle de circonscription, mais la réalité, c'est qu'il y a d'autres circonscriptions dans d'autres endroits qui sont quand même, comment je vais dire ça, impactés, puisque quand on parle de redécoupage de la carte électorale, c'est parfois aussi des morceaux de comté qu'on enlève à un, qu'on rajoute à l'autre. Bref, c'est littéralement les frontières de la circonscription qui sont revues. Maintenant, par rapport à Montréal, bon, le bordel. Je ne sais pas si c'est le bordel. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que je crois dans les 8 dernières années, si je ne me trompe pas, ou peut-être, ouais, c'est ça, un truc du genre, on est passé de 28 comtés à 27 comtés. Mm-hmm. Et là, la suggestion du DGEQ, du Directeur général des élections, c'est d'abaisser le nombre de comtés de Montréal encore d'un autre comté, donc 26. Ouais. Et là, voilà le problème que beaucoup de Montréalais voient. C'est que c'est le poids politique de Montréal qui diminue. Et je vais être un peu plus précis, parce que Montréal, son poids politique et son influence, enfin tout du moins son influence peut dépasser son poids politique, puisque c'est aussi une métropole avec un pouvoir économique, etc. Mais soyons précis. Quand on parle de poids politique de Montréal, on parle du poids de la représentation de Montréal à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Montréalais n'est pas aussi bien représenté que quelqu'un, admettons, qui vient d'une autre région à l'Assemblée nationale du Québec. Ça s'explique par 2 choses. En fait,
par une chose en particulier, j'ai envie de te dire par la démographie. Parce que Montréal est très concentré. Une concentration de la population qui est très élevée. Des buildings, des blocs appartements, là, c'est pas vrai qu'on en voit partout là, dans les... mais ça, normalement, tu devrais avoir plus de comtés parce que, à ma connaissance, c'est aux alentours de 45 à 50 000 résidents par comté au provincial. Donc, si... Une moyenne. En moyenne, exact. Donc, si ce nombre-là continue à augmenter, surtout dans le centre de Montréal, parce que c'est là où la majorité des changements ont été faits, on s'attendrait peut-être à de nouveaux comtés sur l'île de Montréal. Alors, c'est vrai, mais effectivement, d'un point de vue purement mathématique, tu as tout à fait raison. Maintenant, il y a d'autres choses qui rentrent en question lorsqu'on parle de carte électorale. D'abord, s'il devait y avoir plus de circonscriptions et non moins de circonscriptions, s'il devait y en avoir plus à Montréal, ça signifierait aussi que la taille des circonscriptions serait plus petite. Plus petite. Ouais. Et puis, on s'entend que parfois, d'un comté à un autre, la réalité peut être similaire, peut-être absolument pareille. Mm-hmm. Donc, est-ce que ça justifie? Parce que finalement, quand un député représente sa circonscription à Montréal, l'opinion qu'il porte, la voix qu'il porte de ces électeurs-là à l'Assemblée nationale peut être du copier-coller du comté voisin. Mm-hmm. Donc, ce serait pas fou de dire que certains comtés doivent être jumelés. Mais, et dans quel contexte? Parce qu'il faut l'expliquer pourquoi dans quel contexte. Parce qu'à la limite, tu me dirais, il n'y a rien qui empêche d'avoir des circonscriptions plus petites. Mm-hmm. Mais dans quel contexte? Dans le contexte où, étant donné où la grande majorité de la population du Québec est concentrée à Montréal, s'il devait y avoir plus encore de circonscriptions à Montréal, ce qui signifierait moins de circonscriptions dans certaines régions, ça voudrait dire que certaines régions ne seraient pas représentées et bien représentées à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le poids politique des régions au Québec, c'est quelque chose qu'on désire maintenir. Parce que sinon, toutes les lois qui vont passer à l'Assemblée nationale, c'est des lois qui seront faites sur mesure pour Montréal, mais qui ne seront pas bonnes pour le reste du Québec. Donc, par exemple, je te donne un exemple. Si on parle beaucoup d'électrification des transports, là, personne n'est contre la vertu, tout le monde veut de l'énergie verte et renouvelable, personne veut détruire la planète. Mais on va s'entendre que certaines choses qu'on a envie de faire s'appliquent très facilement à Montréal, des bornes électriques partout, etc. Mais ne s'appliquerait pas au comté de Duplessis, par exemple, parce que il n'y a pas suffisamment de villes, il n'y a pas de métropole, c'est un énorme comté, les réalités sont très différentes, etc., etc. Donc c'est un peu ça. Alors il faut trouver le juste équilibre entre une bonne représentation des Montréalais et une voix des régions qui comptent à l'Assemblée nationale. À 100%, je suis d'accord avec toi, mais justement, si on revient sur ce que tu disais, sur l'aspect démographique, parce que moi, il y a deux choses. Un, il y a ça, ce que tu disais. Est-ce qu'on peut jumeler? Est-ce que si on fait plus de comtés sur l'île de Montréal, est-ce que c'est trop du copier-coller, comme tu as dit? Et la deuxième chose que moi, je regardais, c'est stratégiquement comment ça va profiter ou non aux partis qui sont en place sur Montréal. Donc, justement, on va rentrer un peu dans le micro, là, mais par exemple, Laurier-Dorion, mon ancien comté à moi, il y a une assez importante partie de l'est de Laurier-Dorion, donc Villeray, on l'appelait Villeray dans l'est, qui ira maintenant dans Viau. Et on ajoute du côté sud de Laurier-Dorion une portion de Gouin. Donc ça, là, pour ceux qui connaissent un peu, là, on a Parc Extension et on a la partie ouest de Villeray, qui, évidemment, c'est un peu plus francophone, mais il y a quand même de communautés culturelles, de jeunes professionnels. Et on vient ajouter une portion de Gouin c'est pas le plateau Mont-Royal, mais c'est le Myland, genre, tu sais. Puis ça matche vraiment pas du tout, là. OK? Donc, il y a ça. Le comté d'Anjou, le vieux comté d'Anjou, Louis Riel, il disparaît complètement. Puis lui, il rentre
un peu dans le comté de Rosemont. Hochelaga. Il rentre dans Camille-Lorrain. Oui. Et Camille-Lorrain, lui, il perd toute une partie dans Hochelaga-Maisonneuve. C'est ça. Donc, moi, je regarde cette carte-là, puis je me demande, coudon, là, comment est-ce que les députés dans ces comtés-là vont pouvoir gérer démographiquement, parce qu'on parle de grandes différences. Juste Anjou, là, si on pense un peu à Anjou, l'aspect communauté culturelle, etc., avec la partie sud là, de Montréal, qui est maintenant Camille-Lorrain, c'est deux mondes complètement différents. Ah non, mais regarde, je t'écoute parler, puis je suis bien d'accord avec toi. Mais le seul élément avec lequel je suis moins d'accord, c'est, tu sais, enfin, c'est pas que je suis moins d'accord, mais tu posais la question comment les députés vont pouvoir gérer ça. Bon, la réalité, c'est que les députés, leur rôle, c'est justement de représenter les gens et tous les gens, et quelles que soient les différences qu'il peut y avoir dans les différentes communautés, pas dans le sens communauté culturelle, mais communauté montréalaise, différentes. Oui, donc, mais attends deux petites secondes, parce qu'on parle quand même d'enjeux sérieux. Oui. Si on prend, par exemple, l'exemple de Laurier d'Orion, où moi, je peux te dire qu'un des gros défis, c'est peut-être la francisation du côté de Parc Extension, okay? Où la majorité de la population n'a ni l'anglais ni le français comme langue première. Et de l'autre côté, Gouin, c'est pas mal francophone, puis c'est des enjeux complètement différents. C'est là que je m'en allais. Alors, en fait, moi, je disais juste que c'était une question d'abord pour le député. Un député ou une députée, son rôle, de toutes les manières, c'est de s'adapter à ces changements-là. Donc, moi, j'ai pas vraiment peur pour les députés. À la limite, là, j'ai envie de te dire, les députés sont là pour travailler pour leur population, pour leurs électeurs. Donc, moi, je m'inquiète pas pour les députés, honnêtement. Je vais le dire un peu bizarrement, je m'en fous oh non, c'est sa job, il fait la... Voilà, exactement. Okay. Fais ta job. Tu veux l'être, alors fais-la comme il faut. Maintenant, par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que normalement, la délimitation d'un comté, c'est pas juste une question de nombre d'électeurs. Il faut qu'il y ait une certaine forme de logique communautaire là-dedans. Donc là, tu as donné de très bons exemples de comtés que tu connais. Je pourrais aussi te donner, moi, de mon côté, d'autres exemples. Par exemple, tu sais, regarde, il y a NDG, Notre-Dame-de-Grâce, et il y a Westmount-Saint-Louis. Westmount-Saint-Louis, tu sais, entre Westmount, le quartier Westmount, ou la ville Westmount, parce que c'est défusionné, et Saint-Louis, qui est essentiellement le centre-ville, c'est des réalités qui sont complètement différentes. Ça n'a absolument rien à voir. Tu sais, le centre-ville, c'est un endroit où les gens rentrent et sortent. Oui, il y a des blocs appartements pour certaines personnes qui y vivent, etc. Westmount, c'est une autre réalité. C'est une vie en communauté. C'est des maisons. Il y a quelques blocs appartements aussi. Mais enfin bref, tu vois le portrait. Tu sais, à la limite, j'ai envie de te dire, Westmount et NGG auraient pu former un seul et même comté, en plus du fait que on peut dire que c'est à majorité de langue anglaise, d'expression anglaise. Tu sais, le centre-ville, par exemple, aurait pu être Saint-Louis avec une partie du comté de Manon-Massé, qui est Sainte-Marie-Saint-Jacques, ou une partie du comté de Saint-Henri. De Saint-Henri, exactement. Enfin bref, il y avait quelque chose à faire. D'ailleurs, le fédéral l'a fait. Il y a plusieurs années, il y avait un comté qui s'appelait Westmount-Ville-Marie. Ville-Marie pour le centre-ville, qui est essentiellement la partie Saint-Louis ou provinciale. Puis ce comté-là n'existe plus, puisqu'aujourd'hui, c'est NDG Westmount. C'est ça le comté. Et il y a un comté qui est maintenant Ville-Marie Centre-Sud. Il y a un titre long. Exactement. Bon, alors, je suis d'accord avec toi. Il y a un travail à faire au niveau du DGEQ pour délimiter non seulement en fonction du nombre d'électeurs, donc pour avoir un poids politique intéressant par comté, mais aussi en fonction d'une certaine réalité sociologique, sociétale, linguistique, économique aussi, tu sais, je veux dire, je pense que c'est tous ces aspects-là. Je suis sûr que le comité fait un bon travail. Hein, toi et moi, on commente là comme des gérants d'estrade, là, on s'entend. Mais par contre, on est des gérants d'estrade, on est aussi des citoyens, donc quand on voit ça, on se pose des questions.
Pourquoi? Mais moi, je me demande s'ils savent ça mieux que certaines personnes. Premièrement, avoir vécu dans l'Orient puis travailler là-dedans, je peux dire que, à mon avis, il n'y a pas de sens. Puis le deuxième point dont je te parlais, c'est au niveau stratégique, politique, à voir, tu sais, pour les partis, est-ce qu'on fait des gains? Est-ce qu'il y a des pertes? Donc là, moi, je regarde, par exemple, encore l'exemple de Laurier Dorion puis Vio. Vio, là, parce que la dernière fois, j'ai regardé les statistiques, notre ami Franz Benjamin, qui avait une petite inquiétude du côté sud-ouest, un peu de Vio. C'est les quartiers avoisinants de Villeray, là, de l'est de Villeray, qui étaient dans le Laurier-Dorion. Mais là, non seulement il y avait un danger là-dedans parce qu'il y avait un vote de Québec solidaire qui a augmenté, mais là, il absorbe le côté de Villeray qui va lui amener certainement à 100% plus de votes de Québec solidaire dans son comté à lui. Donc là, Franz Benjamin, pas trop sûr qu'il est content avec cet ajout-là dans son comté. Pour le Parti libéral du Québec, qui espérait un jour aller ravoir le comté d'Anjou, bon, c'est pas mal fini parce que, tu sais, en se jumelant à Camille Lorrain, puis en perdant... Mais si je peux me permettre, George, je veux juste te dire un truc. En théorie, je sais qu'en pratique, c'est pas le cas, mais en théorie, les délimitations des circonscriptions, ça devrait pas être quelque chose de politique ou de partisan. Oh non, je comprends, puis je suis d'accord avec ça. Mais alors, laisse-moi aller au bout de mon raisonnement, dans le sens que, dans le fond, les partis politiques doivent s'adapter à l'électorat, doivent s'adapter à la démographie changeante, doivent s'adapter au mouvement de population qu'on peut voir à l'intérieur d'un même territoire, etc. Et là, c'est là que faire une carte électorale, là, bâtir une carte électorale, c'est un jeu d'équilibriste. C'est parce que, tu sais, si on fait en sorte que c'est à peu près tout le monde qui se ressemble dans chaque circonscription, ce qui va se passer aussi, c'est que nos politiciens vont être des clientélistes. Ça veut dire, ça, c'est une circonscription d'anglo. OK, alors on va servir aux Anglos juste ce qu'ils veulent. Puis si je suis un parti politique comme Parti québécois qui, disons que je sais que le vote anglo, je vais pas l'attirer. Oublie ça. Je vais même pas faire campagne dans ce parti. Tu sais, je vais mettre un candidat poteau parce que chaque vote me rapporte $2. Ouais. Mais tu sais, pas plus que ça, là. Tu sais, personne va se forcer. Tu sais, pareil, traditionnellement, même si je veux pas réduire le PLQ, le Parti libéral du Québec, je veux pas le réduire juste à un parti d'anglophones et de communautés culturelles. Il y a assez de personnes dans les médias qui disent ça pour pas que j'en rajoute, mais disons que c'est une clientèle qui a tendance à voter libéral, effectivement. Et bien, si on n'a que des comtés comme ça, encore une fois, tu vas avoir des partis qui vont concentrer leurs efforts là-dedans. L'idée ici, c'est que si on a, comme tu le dis, dans un même comté, là tu parlais de Laurier-Dorion tantôt, où tu as un comté, c'est-à-dire où tu as des réalités de francisation parce que tu as des gens qui n'ont pas de langue première, le français ou l'anglais, et ça nécessite par exemple de la francisation, etc. Et puis tu as un bout de circonscription qui est connu pour abriter davantage d'électeurs francophones. Et bien l'avantage là-dedans, c'est que les candidats et les partis politiques vont être obligés de faire campagne pour tout le monde, à la fois pour des francophones, à la fois pour des anglophones, à la fois pour des allophones. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, je comprends que parfois, il y a des bouts que ça n'a aucun rapport. Je suis d'accord avec toi, puis là, tu te dis vraiment... Tu sais, genre, quand tu veux, représenter les intérêts d'une circonscription, s'il y a trop de différences, les intérêts risquent d'être un peu divergents. Puis là, tu es un peu pris entre deux parties de ton compte. Ouais. Je le comprends. Mais au moment où on se parle, à cette époque, l'époque qu'on vit actuellement, où les partis politiques et les politiciens sont tellement clientélistes, ils sont juste là, OK, eux autres, ce groupe-là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut ça? OK, je vais leur promettre ça, je vais me faire élire. Mais quand c'est plusieurs personnes, tu te dis, OK, d'abord, c'est à l'image du Québec, à l'image de Montréal d'aujourd'hui, mais en plus, je prends en considération toutes ces affaires-là.
Non, regarde, je suis d'accord avec toi. Puis, c'est sûr que l'argument que tu disais que il ne faut pas que ça soit divisé selon les intérêts politiques. Puis, je suis sûr certain que c'est pas de cette manière-là qu'ils divisent les cartes, mais... Ouais, un petit peu, parce que ça va à l'Assemblée nationale, il y a des... Mais c'est ça, c'est pour ça que j'arrive. Parce que là, les députés qui vont contester, c'est sûr qu'ils vont sortir pour dire que, oh non, ça, tu sais, au niveau culturel, au niveau démographique, ça n'a pas de sens, blablabla. Mais derrière, en arrière, ils disent, shit, je vais perdre des votes. Et je pense surtout à Paul Saint-Pierre Plamondon, qui maintenant, sur comté, il perd une grande partie d'Hochelaga-Maisonneuve, qui normalement vote Québec solidaire. Est-ce que ce nouveau comté-là va demeurer Québec solidaire ou non? Est-ce qu'il y a une division de vote? Est-ce que... on ne sait pas qu'est-ce qui va se produire. Puis là, il obtient l'ancien comté d'Anjou, qui aujourd'hui est à la CAQ, mais il y a quand même une forte présence libérale. Puis, qu'est-ce qui va arriver à Paul Saint-Pierre Plamondon? Moi, je suis sûr et certain que lui, peut-être, il est en mode panique. Ben, il y en a qui vont l'être. Il y en a qui vont l'être, ça c'est certain. Et tu sais, c'est plate à dire, mais il y a des gens, ils sont en politique, ils viennent avec des idées, mais tu sais, ils viennent avec des comtés, ils pensent que ces comtés-là sont assurés ou que la recette de la précédente élection va fonctionner encore une autre élection. Moi, j'ai juste envie de te dire, les gens qui veulent se présenter en politique doivent se présenter en politique avec leurs idées, avec leurs convictions, doivent aller convaincre. La politique, c'est l'art d'aller convaincre. Ouais. Et malheureusement, en 2023, et depuis déjà plusieurs années, on n'est plus dans l'art de convaincre en politique. On est dans l'art de « Hey, regarde, l'autre, il est pire que moi. Oh, regarde, l'autre, il menace telle affaire. » etc. Mais on s'entend que c'est difficile à convaincre. Tu prends quelqu'un comme Paul Saint-Pierre Plamondon qui maintenant doit aller dans le comté d'Anjou, l'ancien comté d'Anjou, essayer de convaincre un électorat en grande partie libéral ou caquiste. Puis les caquistes, évidemment, on sait que c'est un... Et solidaire. Il y a aussi du solidaire là-dedans. Il y a du solidaire, exactement. Ouais. Donc, c'est certain que c'est pas facile. Mais oui, mais il a qu'à se présenter à une autre place s'il considère que c'est plus facile ailleurs. Mais moi en fait, mon message là-dedans, c'est quoi? Mais attends, je vais t'interrompre parce que tout ça, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Pour représenter ton électorat, comment tu fais quand c'est tellement différent, puis ton idéologie peut-être ne rejoint pas tout le monde? Là, puis on s'entend, on n'est pas là pour plaire à tout le monde, puis c'est normal. Tu te présentes pas pour dire, moi là, tous les 50 000 résidents dans mon comté vont être contents. C'est pas vrai. Mais quelqu'un, on reste à l'exemple de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui maintenant doit aller faire campagne dans l'ancien comté d'Anjou. Non seulement c'est pas facile, mais comment tu peux te permettre, toi, de faire une job et de sortir, dire que moi, je veux représenter, mais parce que moi, je suis sûr et certain que tout le monde qui se présente à l'Assemblée nationale ont veulent représenter le mieux possible les intérêts de leur électorat. Comment que lui il va faire ça quand il sait que pratiquement la moitié de son nouveau comté ne veulent même pas le voir? Mais d'abord, regarde, il fera campagne auprès d'eux. Puis encore une fois, les partis politiques, les politiciens doivent ajuster leur offre politique à la volonté de la population. C'est pas à la population de s'adapter ou à la carte électorale de s'adapter de manière à ce qu'on s'assure que tel politicien ou tel autre politicien, soit-il le chef du Parti québécois, s'assure d'avoir un siège au Parlement. Sincèrement, moi, ce que je pense, c'est que moi, ce qui m'embête dans cette nouvelle mouture ou proposition, parce qu'elle n'a pas été, c'est pas vrai, elle n'a pas été adoptée là, mais dans cette nouvelle proposition de la carte électorale par rapport à Montréal, ce qui me dérange, c'est le poids politique des Montréalais. Puis moi, je dis ça, je vis même pas Montréal. Mais tu vois, parce que je crois que l'une des raisons pour laquelle à Montréal, les gens s'en foutent, les gens ne vont même pas voter, c'est parce qu'ils se disent de toutes les manières, mon vote, il compte pas. Et puis c'est vrai, parce que le poids politique de Montréal a fait que baisser. Il est passé de 28 à 27, puis là, on veut le faire passer de 27 à 26.
Ce qui fait qu'en moyenne, les circonscriptions à Montréal, on représente beaucoup plus de monde qu'ailleurs au Québec. Mais c'est ça. Mais sinon, sur l'offre politique en tant que telle, c'est aux gens de le faire. S'ils considèrent qu'il n'a pas de chance de se faire élire dans ce comté, si, admettons, sa délimitation, ses frontières devaient changer, eh ben, qu'il se présente dans un autre. Mais s'il n'arrive pas à se faire élire, c'est peut-être parce que ce qu'il propose, il ne plaît pas aux gens. Mais qui va venir proposer quelque chose qui va plaire à une majorité des gens? Parce que moi, ce que je prévois, c'est au moins 3 de ces comtés-là, ça va passer proche, les résultats. Donc ça, dans le futur, ça peut créer quand même une instabilité au niveau de la représentation. Un mandat, on va avoir un député caquiste, un autre mandat, on va avoir un député Québec solidaire, un autre mandat, on va avoir un député libéral. Puis peut-être c'est correct, mais tu penses pas peut-être que c'est mieux quand un député rentre qu'il sache que, bon, j'ai 2 mandats, ou si c'est un comté qui est gagnable ou sûr ou whatever, tu sais que tu as un timeline infini de pouvoir mener des différents projets. Ben ouais, mais c'est là, moi, que je trouve qu'il y a un danger. D'abord, c'est de prendre pour acquis son siège de député. Ça, c'est de 1. De 2, des députés qui se font élire à la majorité absolue, c'est-à-dire plus de 50%, plus de 50%. Honnêtement, ça ne court pas les rues dans les parlements, là. Non. Donc un comté n'appartient pas à un député. Un député, parfois, se fait élire avec 30% des voix. Ça veut dire qu'il y a 70% des gens qui n'ont pas voté pour lui, mais c'est lui le député. Et il doit les représenter pareil, même s'ils n'ont pas voté pour lui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité socio-économique qui est sur place. Alors, au contraire, moi, je ne veux pas que les députés se disent « OK, je suis député, donc mon comté est caquiste. » Non. Le système fait en sorte que c'est un caquiste qui représente ce comté. Mais si ça se trouve, il y a 70% des gens qui ne sont pas caquistes, c'est-à-dire une majorité assez claire. Ouais. Donc, moi, ce que j'ai envie de te dire, la seule chose que je trouve de bien dans cet exercice où on revoit les cartes électorales, on change les paradigmes, etc., c'est justement que les partis sont plus en train de choisir leur comté. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit ses comtés. Ouais. Ah, OK, je peux gagner ici. Ah, tu sais, ici, là, j'ai été 2e à la dernière élection, donc si j'élève un peu mon score, je peux peut-être gagner d'un petit peu, etc. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a dans d'autres comtés, ils ne font pas les efforts nécessaires. Tu sais, ces comtés-là, avant que toi et moi, on se dise « Ah, mais lui, il était traditionnellement caquiste ou traditionnellement libéral ou traditionnellement péquiste ou peu importe. » Il y a des générations qui sont passées. Tu sais, par exemple, le comté d'Outremont à Montréal, je pense, historiquement, a toujours été libéral. Toujours. Outremont, Mont-Royal, aujourd'hui, on l'appelle. Au fédéral, il est passé à un moment donné au NPD. là, mais ouais. Effectivement. Mais au provincial, ça a toujours été rouge, libéral. Tu sais, est-ce qu'à un moment donné, le Parti libéral du Québec prend pour acquis Outremont? C'est possible. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a une carte électorale qui a changé. Qui a changé. Ça devient beaucoup plus sûr pour les libéraux parce qu'ils ont jumelé Mont-Royal. Non, mais je comprends. Mais c'est plus sûr. Mais attention, on a aussi un discours caquiste qui peut plaire à une partie de l'électorat d'Outremont. Ouais. D'ailleurs, Jean Talon, qui est en élection partielle en ce moment, c'était l'équivalent d'Outremont dans la région de Québec. C'est un comté qui a toujours été libéral jusqu'à ce que Joël Boutin de la CAQ l'emporte dans une partielle d'abord et dans une générale par la suite. Et c'est en élection en ce moment, on verra bien. Moi, je crois que les caquistes vont le conserver, mais enfin, on verra bien ce que ça va donner. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie du discours caquiste qui peut plaire à une partie des libéraux là, qui étaient traditionnellement, ou des gens qui votaient traditionnellement libéral. Ouais. Tu sais, alors moi, j'aime cet exercice-là. J'aime cet exercice où on change
où on change un peu les règles du jeu. Tu sais, un exercice où le comté de Saint-Laurent à Montréal ne serait pas nécessairement toujours acquis au Parti libéral du Québec, qui est une véritable compétition. Parce que, regarde, je vais te dire un truc, la concurrence dans le secteur privé, dans les entreprises, la concurrence, elle est bonne. Pourquoi elle est bonne? Elle permet aux consommateurs d'avoir un meilleur produit. Et là, c'est la même chose. Il faut qu'il puisse y avoir une concurrence, y compris dans des régions comme Montréal, qui ne changent pas beaucoup. Là, c'est vrai qu'avec Québec solidaire, ça a changé un peu, mais je veux dire, mais qui ne changent pas beaucoup. On sait que tel comté est libéral à vie, puis de l'autre comté est péquiste à vie, caquiste à vie. Non, ça, c'est le statu quo. L'avantage là-dedans, c'est qu'à un moment donné, ça se peut que le PLQ puisse gagner à Pointe-aux-Trembles. C'est ça la beauté. Puis peut-être, qui sait, un jour, la CAQ va peut-être gagner dans le West Island aussi. C'est ça. On va demeurer au provincial parce que notre premier ministre il s'est rendu à New York. Il y avait une conférence des Nations Unies. Puis... l'Assemblée générale des Nations Unies, s'il te plaît. L'Assemblée générale. Regarde, on lui a donné un beau label de grand environnementaliste. Puis le Québec, au total, a bousculé, et surtout les oppositions, parce qu'on dit, coudonc, attendez une petite minute ici, là, c'est pas nécessairement vrai. Ou qu'est-ce qui se passe à New York? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ça fait du bien de voir un peu les journaux sur ce sujet-là. Mais d'abord, je veux faire un petit clin d'œil d'humour, parce que on parle effectivement de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est quoi ça, l'Assemblée générale? L'Assemblée générale, ça veut dire que tous les pays sont en assemblée. Tu sais, ils sont là, sont représentés. C'est vraiment l'Assemblée générale. Alors, ma petite pointe d'humour, elle est là. Quand même, pour un ancien indépendantiste, d'être invité à l'Assemblée des Nations Unies... ou en marge de l'Assemblée. Il n'a pas siégé, on s'entend, il n'a pas siégé parce que les États fédérés ne siègent pas à l'Assemblée nationale, mais on s'entend que c'était en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc c'est sûr que pour un ancien indépendantiste, il y a un petit fantasme là-dedans, là, tu comprends? Alors, en passant, juste te dire, tu dis il est fédéraliste aujourd'hui, il n'est pas fédéraliste. Lui, il dit qu'il est ni fédéraliste ni souverainiste. Il dit qu'il est nationaliste. Ouais. Fédéraliste, c'est autre chose. Mais enfin bref, c'est juste parce que je ne veux pas lui attribuer quelque chose qu'il refuse lui-même de se définir. Mais bref, ce n'est pas le sujet, je comprends. Alors, le sujet, c'est celui de l'environnement. Bon, d'abord, ce qui est très important de savoir, c'est que le Québec se démarque et garde une extraordinaire réputation sur le plan environnemental. On est sans doute, si on compte 10 provinces, 3 territoires, 50 États américains, le Québec, on fait partie des meilleurs, là, top 2, top 3 en Amérique du Nord. Donc, franchement, c'est quelque chose dont on peut être fier dans le contexte. Je pense qu'il est important de dire que cette reconnaissance du Québec, elle est pas, il faut pas la donner à un parti politique, mais plusieurs partis politiques et depuis très longtemps. Quand je dis très longtemps, je pense déjà depuis Jean Lesage à l'époque, la nationalisation de l'hydroélectricité, la création d'Hydro-Québec. Je te rappelle que René Lévesque était un ministre libéral à l'époque, là, dans l'équipe du tonnerre de Jean Lesage. Donc, l'hydroélectricité, à l'époque, c'était déjà s'orienter vers quelque chose de durable et une certaine forme de protection de l'environnement. On ne l'a peut-être pas fait dans le sens de la protection de l'environnement à l'époque, mais c'est ce qu'on a fait. Donc, il y a eu des libéraux, il y a eu des gouvernements libéraux, il y a eu des gouvernements péquistes, puis là, il y a un gouvernement caquiste. Alors, c'est sûr qu'il y a quelques partis d'opposition qui, à juste titre, ont levé la main pour dire « Attendez. M. Legault est à New York, invité pour une certaine forme de reconnaissance sur l'environnement.
Mais attention, c'est pas dû aux politiques qu'il a mis en place, mais plutôt à un historique environnemental du Québec. La preuve en est, en 2018, quand il s'est fait élire, il n'y avait pas une traître proposition en environnement. Mais rien, zéro, nada. Bon, il y en a eu depuis, mais effectivement, quand il s'était fait élire, il n'y en avait pas dans sa plateforme électorale. Il y a aussi beaucoup de gens qui lui remettent en question son engagement environnemental au niveau des oppositions et certains observateurs et certains groupes environnementaux. Mais ce qui est le plus drôle là-dedans, puis je sais que tu attends ça avec impatience, ouais. C'est que ça coïncide à peu près avec le même moment où l'île d'Anticosti, la plus grande île du Québec, a été reconnue comme faisant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est pas rien. Donc, c'est pas rien. C'est un effort, et ça, il faut le reconnaître, c'est à Philippe Couillard et à Philippe Couillard seulement, pas d'autres gouvernements, qu'il faut reconnaître ça, parce qu'il s'était opposé déjà du temps du gouvernement Marois à l'exploration et l'exploitation de pétrole et de gaz sur l'île d'Anticosti. Finalement, le gouvernement Marois avait été battu par Philippe Couillard aux élections. Philippe Couillard avait dit qu'il allait protéger ce joyau du Québec, avait entamé les démarches de manière à ce que ça soit reconnu par l'UNESCO comme patrimoine mondial. C'est le cas. Et à l'époque où Philippe Couillard voulait faire ça, eh ben, François Legault, chef de la deuxième opposition, caquiste à l'époque. Les attaques tombaient à l'infini, là. Ben oui, les attaques, et ça n'avait pas de bon sens, etc. Puis c'est génial parce que les médias ont ressorti ça, ont ressorti même des clips, ont ressorti des communiqués de presse sur le site de la Coalition Avenir Québec. Moi, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est il y avait je pense que c'est sur Twitter que je l'ai vu. Il y avait tout un post, puis je sais pas c'est qui a fait ce job-là, mais franchement, bravo, parce qu'ils sont retournés en arrière. Et ça prend énorme... tu dois avoir tellement de temps pour faire ça. Là, je comprends pas comment ça se fait s'il y a des outils pour ça, mais ils ont retrouvé toutes les tweets là, que M. Legault avait fait contre cette démarche-là du gouvernement libéral. Puis tu vois toutes les tweets... C'est comme une cinquantaine de tweets. Là. Franchement, bravo pour celui ou celle qui a pris le temps de faire ce travail-là. Mais alors, sais-tu quoi? Je vais juste te dire un truc avant qu'on finisse. C'est que tu vois, on peut être d'accord ou pas d'accord avec M. Legault, ses orientations, son idéologie, ses politiques, etc. On peut être d'accord ou pas d'accord. Moi, je suis pas sûr que je remettrais en question le fait qu'il considère que c'est une question importante. Lui voit l'environnement à travers un prisme économique et il a bien le droit de le voir comme ça. C'est normal pour quelqu'un de... En tout cas, c'est logique avec sa démarche. Moi, je crois qu'il va s'attaquer aux questions environnementales sérieusement. L'avenir nous dira s'il aura réussi ou échoué sur cette question pendant le mandat, les 2 mandats, les 3 mandats. Je ne sais pas combien de mandats il sera là, mais en tout cas, qu'il aura. On verra ce qu'il va faire. Par contre, c'est sûr que ces espèces de fling-flang politiciennes, ou de politiciens, devrais-je dire, ça crée toujours cette espèce de doute dans la population. Est-ce que les politiciens disent vraiment le fond de leur pensée? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent? Est-ce que c'est pas ça qu'ils veulent, etc. Mais toi, si tu étais dans son équipe, parce qu'il y a une vidéo qui est sortie où il mentionne, il fait mention de cette... du fait que l'île d'Anticosti passe maintenant dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, puis à quel point il est fier comme premier ministre, etc., etc. Toi, t'es dans son équipe, OK? Tu sais l'historique de François Legault, de tout l'argumentaire, de tous les communiqués de presse, des tweets, whatever, tout ce qui est sorti. Est-ce que tu fais cette vidéo-là où tu dis, Monsieur le Premier ministre, faites un tweet, bravo, puis c'est fini.
peut-être que Ben, les gens vont pas le voir, mais d'aller à faire une vidéo. Parce que, tu sais, du côté des relations publiques ou communication, tu sais, le contraste, là, est tellement énorme entre la vidéo que tu postes et tout ce que, tu sais, tout le bagage, là, qui existe. tu sais, bon, OK, tu me poses la question. Si j'avais été un de ces conseillers là-dessus, là, sur comment on sort ça publiquement, comment... Bon, d'abord, il y a une chose qui est très importante. Il faut respecter la fonction. Quand tu es premier ministre du Québec, C'est vrai. tu es le premier ministre de la province, tu es le chef de la nation, tu représentes tout le monde, tu n'es pas juste un caquiste. Donc, à partir du moment où la reconnaissance par l'UNESCO de l'île Anticosti comme faisant partie du patrimoine mondial, c'est une telle fierté que là, c'est pas le caquiste qui s'exprime, c'est le premier ministre. Il exprime la fierté du Québec et des Québécois. Donc, moi, je trouve pas qu'il commet une erreur de le faire. Maintenant, peut-être dans la manière dont c'est phrasé, la manière dont c'est exprimé, je crois qu'il aurait valu la peine de rappeler, OK, il va peut-être pas donner de crédit à des gouvernements précédents, mais il pourrait, ou il aurait pu à tout le moins, rappeler les efforts que le Québec fait en matière d'environnement depuis 60 ans. Ouais. Parce que la réalité, c'est que ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas si mal, c'est des efforts qui datent depuis très longtemps. Et donc, sans donner de crédit à ses prédécesseurs, juste remettre dans le contexte que le Québec, d'une certaine manière, a toujours plus ou moins respecté l'environnement. Puis t'inclus tout le monde là, qui sont exactement, exactement. Parce qu'après tout, quand t'es le chef de la nation, ben, t'es aussi l'héritier d'une histoire. Même s'il y a des bouts d'histoire avec lesquels t'es pas d'accord. Mais tu sais, t'es l'héritier de tout ça. Donc voilà. Dernière petite chose, excuse-moi, je t'avais dit que c'était la dernière. Non, vas-y. Une autre petite pointe d'humour. Monsieur Al Gore. Monsieur Al Gore, ancien vice-président des États-Unis, et qui félicite le Québec. Là, il faut le rappeler, là. Al Gore a félicité plusieurs premiers ministres, notamment le premier ministre Charest, puis je pense qu'il y a eu le premier ministre Couillard aussi. En fait, M. Al Gore, ça fait des années qu'il félicite le Québec. C'est juste parce que... c'est juste un peu drôle parce que j'entendais à la télé la dernière fois, mais c'est parce qu'à un moment donné, Al Gore, il félicite tout le monde qui fait un effort, même quand parfois l'effort n'est pas si grand que ça, qu'aujourd'hui, malheureusement, les félicitations d'Al Gore sont pas aussi bien perçues qu'il y a de ça 10, 15, 20 ans. Donc c'est un peu ça. Voilà. Et voilà tout le monde, on va mettre fin à l'épisode, évidemment vous remerciant de votre appui, d'être là toujours à chaque semaine, de nous suivre, de nous envoyer des commentaires. Continuez, on aime ça beaucoup. Allez nous suivre sur toutes les plateformes en ligne. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, suivez-nous sur les applications d'audio, partout où vous entendez, où vous downloadez vos épisodes. Merci beaucoup et on se voit la semaine prochaine. Au plaisir, bye.